Bien, donc ça c'est les conflits d'intérêts de nos deux modérateurs. Et puis donc mon sujet, c'est donc les populations vulnérables, centré sur trois thématiques particulières pour lesquelles on m'a sollicité: la prison, les usagers de drogue et les hépatites aiguës. Donc voici mes conflits d'intérêts. Et en introduction, je dirais que le point important que je voulais signaler, c'est que c'est vrai que la population vulnérable, c'est un champ très large, qu'il a fallu effectivement faire des choix, que trois populations ont été ciblées, trois situations ont été ciblées, et je voulais un peu m'excuser auprès de ceux qui sont très impliqués auprès de ces populations pour leur dire qu'effectivement, ce sera sûrement un peu rapide, un peu restreint, et que tous les problèmes qui sont nombreux dans ces populations ne vont pas être abordés. Ça, je crois que c'est un point important. Comme c'était un peu la thématique de la journée, c'est vrai que ce sera très centré sur le traitement. J'irai un petit peu plus loin sur les usagers de drogue, parce que ça me paraît important d'évoquer l'épidémiologie et la prise en charge, qui sont complètement indissociables des problématiques de traitement. Mais je voulais vraiment signaler ce point avant d'attaquer. Donc, qu'est-ce qui caractérise ces populations vulnérables pour commencer le topo? Je crois qu'on est tous d'accord sur ces points-là. Le premier point, c'est la prévalence élevée dans ces populations. Prévalence élevée de l'infection virale C, ça c'est très clair. Et de façon connexe à cette prévalence élevée, le fait que c'est dans ces populations, très probablement, on a le réservoir le plus important, le réservoir viral le plus important, à la fois de patients à dépister, mais aussi réservoir qui va être à l'origine des nouvelles contaminations. Le deuxième point important concerne l'accès au dépistage et l'accès au traitement, qui, là encore, sont un point commun dans ces populations. Il y a moins de patients traités et il y a sûrement de nombreux patients à dépister, même si les chiffres ne sont pas très clairs, on le verra. Autre point commun, l'intrication constante des problèmes médicaux, des problèmes sociaux, et le fait qu'il y a des comorbidités qui sont excessivement fréquentes. Ça, on sera amené à en parler. Le point enfin qui fait le lien finalement avec le dernier thème de ce topo qui concerne les hépatites aiguës, c'est que c'est dans ces populations qu'on va voir les cas les plus fréquents d'hépatite aiguë, avec les patients co-infectés dont parlera Lionel tout à l'heure. Et donc, ces cas incidents qui vont justifier qu'on traite les hépatites aiguës dans cette population. À mon sens, il y a trois enjeux quand on va parler de ces populations vulnérables. Il y a un enjeu de dépistage sur lequel j'irai très vite parce que ce n'est pas vraiment le thème du jour. Il y a un enjeu qui est de réduire la morbidité, bien évidemment, dans ces populations-là. Et puis, un enjeu de santé publique qui concerne justement ces nouvelles contaminations. Alors, en matière d'épidémiologie, un petit rappel rapide. Donc, vous savez que les données épidémiologiques sont toujours un peu approximatives en matière d'hépatite C, qu'on a souvent un petit peu de retard. Donc, dans la population générale, on connaît tous l'étude de l'INVS de 2004 avec une prévalence, séroprévalence 0,84%. Dès cette étude, on avait vu et été mentionné le fait que la précarité évaluée dans cette étude par la CMU était associée à un surrisque d'infection par le VHC. Vous voyez qu'on passe à 2,49. Ce qui est important et intéressant, c'est qu'on a d'autres études qui confirment cet impact de la précarité et de la vulnérabilité. Et quand on s'intéresse à des scores qui sont plus détaillés, plus précis pour évaluer la précarité, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation qui est très nette. Un point particulier concernant les migrants, alors je n'ai pas traité spécifiquement les populations migrantes parce qu'effectivement je n'avais pas le temps, mais je crois que c'est important de rappeler ces chiffres-là parce qu'on va les retrouver dans les populations détenues et parmi les usagers de drogue. Vous savez tous que la séroprévalence d'hépatite C est augmentée dans les populations de migrants et que c'est complètement lié au pays d'origine, selon que les gens sont issus de pays de moyenne ou de forte endémicité. Et puis, ça impacte aussi le fait que dans les structures qui prennent en charge ces migrants, les centres d'hébergement, les centres d'accueil, les consultations de Médecins du Monde, par exemple, eh bien, quand on fait des études, on constate que la séroprévalence est très élevée dans ces populations. Alors, si on regarde l'épidémiologie, c'est les usagers de drogue, eh bien, là encore, on a des données qui ont évolué dans le temps. On se rappelle que quand le VHC est apparu, il y a bien longtemps, les premières études en région parisienne, c'était plus de 70% de séroprévalence du VHC. En 2004, sur les études INVS, vous voyez qu'on était à 55% de séroprévalence dans ces populations. Et l'étude Coquelicot plus récente de 2011 nous donne des chiffres de 44%. Le point qui est important à signaler, c'est la grosse hétérogénéité de ces chiffres. Grosse hétérogénéité géographique.
puisque clairement, dans les populations d'usagers de drogue, la prévalence va être très variable selon les villes et probablement selon les zones géographiques du nord et du sud. Et puis une grosse hétérogénéité sur les classes d'âge, puisque vous voyez que dans Coquelicot, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, les gens jeunes avaient beaucoup moins rencontré le VHC que leurs aînés. En prison et chez les détenus, on a peu de données en France. C'est l'étude Prévacar qui fait un petit peu référence, avec des chiffres globaux, je détaillerai un tout petit peu tout à l'heure, de 4,8% de séroprévalence. Alors ce qu'on connaît aussi, c'est le pourcentage, mais là c'est vraiment une évaluation, le pourcentage de ces patients VHC positifs qui sont ARN+, vous voyez qu'on était aux alentours de 65%, qu'en est-il actuellement, on ne sait pas très bien. 15% de ces patients étaient porteurs d'une hépatopathie avancée. Et puis en matière d'incidence, pour finir sur l'épidémiologie, on a des estimations avec qu'on voit traîner un petit peu partout, 5000 cas d'hépatite aiguë, 5000 nouvelles contaminations VHC par an. Et puis, si on regarde ce qui se passe dans les populations plus spécifiques chez les usagers de drogue, cette estimation qui est à peu près de 9 cas pour 100 personnes années chez les usagers de drogue, donc 9 nouvelles infections dans cette situation. Donc voilà pour les données épidémiologiques dans cette population. Alors, un point très rapide qui reste important, c'est finalement qu'est-ce qui nous reste à faire en matière de dépistage dans ces populations. Et je crois qu'on n'a clairement pas vraiment la réponse. Vous voyez que ça, c'était les données d'INVS de 2004. On considérait que 43% des personnes porteurs d'une infection VHC l'ignoraient, ou en tout cas porteurs d'anticorps anti-VHC l'ignoraient. Vous voyez que c'est un petit peu variable ce pourcentage de connaissance d'infection virale C, de connaissance du statut, en fonction du profil, selon qu'on est transfusé, usagé de drogue. Je crois que ce qui est très clair, c'est que si on s'intéresse aux populations vulnérables, je crois qu'on n'a pas bien d'idée, et à mon avis encore moins aujourd'hui, 5 ou 6 ans après, de ce qui se passe, et de combien de ces patients connaissent ou non leur statut. Ce qui apparaît très clair, c'est qu'un grand nombre de ces patients ne sont pas dépistés, et qu'il y a un vrai travail de dépistage à faire dans ces populations. Alors, on va donc aborder, après ces données épidémiologiques, la prise en charge des usagers de drogue, avec les constats généraux un petit peu, qui sont peut-être un peu des portes ouvertes, mais qui paraît important de rappeler. Clairement, je l'ai dit, c'est chez ces patients-là qu'on a la majorité des nouvelles infections. C'est ces patients qui sont clairement le réservoir de contamination important en France. Les comorbidités sont excessivement fréquentes. Alors là encore, je ne vais pas détailler toutes les comorbidités, je crois qu'on n'a pas le temps, mais on est obligé de parler de l'alcool, bien évidemment, qui est intimement lié chez beaucoup de patients. La co-infection par le VIH sera évoquée, les autres virus hépatotropes, et puis, bien souvent, ce qui pose problème dans la prise en charge, des comorbidités psychiatriques qui sont fréquentes. Parallèlement à ces comorbidités, il y a un cumul de risques qui est clair. On a parlé de la précarité. Beaucoup de ces patients ont une situation sociale difficile, sont parfois sans papier, sont parfois sans domicile. Et il est impossible, à mon sens, d'évoquer des indications thérapeutiques, de parler d'indications thérapeutiques sans que ce problème-là, ces problèmes multiples, soient pris en charge. Enfin, un des points importants qui n'a pas trait réellement au traitement, mais qui explique toute la problématique importante de l'infection virale C dans ces populations, c'est quand même le fait que tout ce qui a été mis en place en termes de stratégie de réduction des risques chez les usagers de drogue avec la découverte du VIH s'est avéré moins efficace pour la prévention du VHC, probablement en raison d'une partie d'une résistance, entre guillemets, virale. On a beaucoup parlé de résistance ce matin, mais plus d'un virus particulièrement résistant vis-à-vis de ces méthodes de prévention. Et puis, un point qui est très important et qui, à mon sens, doit être pris en compte dans ce qu'on va discuter en termes d'indications thérapeutiques, c'est que le fait que la plupart des usagers de drogue se contaminent très précocement dans leur histoire toxicomaniaque. Et ça a été montré dans plusieurs études, qui fait que c'est souvent les premières expériences, les premiers partages de seringues qui vont s'associer à une contamination pour l'hépatite C, ce qui peut, à mon sens, justifier un traitement précoce. On en reparlera dans ces populations. Puis bien sûr, le fait que les infections sont asymptomatiques est souvent méconnu, et là encore, ça plaide pour le dépistage dans ces populations. Donc clairement, insuffisance de dépistage, j'en ai parlé, mais je voulais insister sur le fait que cette insuffisance de dépistage, elle existe pour les gens qui sont en squat et qui fréquentent les carunes, mais elle existe aussi dans les structures de soins, dans l'EXAPA, et ça, je crois qu'il y a un effort important à faire. Il y a eu des
circulaires, des recommandations qui sont faites sur le dépistage dans les centres de soins pour la prise en charge des usagers de drogue, mais on voit qu'avec là encore une grosse hétérogénéité régionale, il y a encore beaucoup de travail sur le dépistage, y compris dans les structures de soins prenant en charge des usagers de drogue. Et puis la problématique d'accès aux soins reste un point important, et je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps d'en reparler. Alors, si on va plus loin sur la prise en charge de ces patients et sur la réflexion qu'on va avoir sur le fait de quoi leur proposer en matière de prise en charge, il me semble important d'évoquer ces études et cette problématique qui concerne l'impact du dépistage sur les comportements et sur la prise en charge globale des usagers de drogue. Parce qu'une des questions, c'est de dire finalement, ces gens sont à risque, ces gens sont dans une situation sociale très, très précaire. Est-il bien licite d'aller s'occuper de leur hépatite C? Ce n'est pas la priorité. Je crois que ces études nous montrent que c'est sûrement important de prendre en charge l'hépatite C parce que ça rentre dans la prise en charge globale de ces patients. Vous voyez que je vous présente là une cohorte prospective multicentrique internationale. Donc c'est Canada, États-Unis, Australie, tous des sujets injecteurs. Ils bénéficient d'un dépistage du VHC régulier avec des questionnaires sur les pratiques. Et dans cette étude, on compare l'évolution des pratiques d'injection, de partage de seringues, de conduite à risque, chez des sujets auxquels une séropositivité VHC a été énoncée, et chez des sujets appariés dépistés VHC-. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'après l'annonce du résultat du dépistage, eh bien, on a une réduction des injections et des conduites à risque vis-à-vis des injections, en particulier chez les sujets VHC+, et puis dans d'autres études chez tous les sujets dépistés. Donc la stratégie de prise en charge, elle impacte aussi la problématique addictive. Et puis on constate aussi des choses qui sont moins favorables, c'est que l'annonce d'un dépistage positif, ça a manifestement un impact sur le quotidien de ces gens, avec une augmentation de la consommation d'alcool. Donc ce qui est plutôt péjoratif, mais ce qui, là encore, peut peut-être nous pousser à dire qu'il faut faire quelque chose assez rapidement avant que la situation se dégrade chez ces patients. Et donc, la conclusion de toutes ces études, il y a plusieurs études dont j'ai cité les références là, c'est que probablement que le dépistage dans ces populations, l'annonce du dépistage sont des moments importants dans la prise en charge, qu'il faut profiter de ces moments-là pour étayer, pour construire une proposition de prise en charge. Et c'est clairement une opportunité pour aborder la réduction des risques et l'accès aux soins en général. Alors un autre point important vis-à-vis du traitement et vis-à-vis de l'accès au traitement, c'est finalement de se dire, dans beaucoup d'études, on a vu ça depuis des années à New York, ailleurs, que finalement on dépistait les gens, puis finalement les usagers de drogue, on en dépistait 100, puis il n'y en avait peut-être même pas 10 qui arrivaient au traitement. Ça, je crois que c'est un vrai problème et c'est une vraie réflexion, parce que c'est pas tout de faire des recommandations de traiter les gens. Si finalement on n'a pas les outils, on n'a pas la structure qui les amène au traitement, finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? Vous voyez que ça, c'est une étude australienne. C'est une étude qui est vraiment faite pour ça, c'est-à-dire que le souhait, c'est d'augmenter la prise en charge thérapeutique de ces patients qui sont suivis dans un centre de substitution. Vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui n'est pas très optimal. On part avec 457 sujets qui sont vus par des infirmières, puis référés à un spécialiste, puis une indication thérapeutique est posée. Et in fine, vous voyez que sur les 457, il y en a 84 qui finalement accèdent au traitement. Et si on regarde les facteurs qui sont impactés et qui jouent un rôle sur cet accès au traitement, vous voyez que il y a les facteurs ethniques, on est en Australie, c'est le problème des aborigènes, il y a la situation sociale et familiale, il y a l'impact des traitements de substitution, l'impact des drogues associées et, de façon un peu étonnante, l'impact du génotype. Et si on regarde de façon plus globale, finalement, ce qui concerne les obstacles qui sont mis en avant pour que les patients toxicomanes accèdent au traitement, vous voyez que ça, c'est une sorte de revue de méta-analyse que j'ai trouvée qui est assez récente, qui reprend des points qu'on connaît bien, qui concernent le patient, avec effectivement l'absence de perception vraiment d'un besoin de traitement, une peur claire de la prise en charge, peur des effets secondaires, peur éventuellement des examens, ou en tout cas de l'idée qu'on s'en fait, puisque cette biopsie n'est plus nécessaire. Clairement, le faible niveau de connaissance du statut sérologique, et puis la notion qu'on est d'une population à risque, qu'on risque de se recontaminer, que finalement, à quoi bon accéder au traitement, et puis les facteurs sociaux dont on a parlé, et les comorbidités psychiatriques. Et puis si on regarde le niveau du médecin, vous voyez que ce qui va poser problème, c'est effectivement la problématique de l'injection, des sujets injecteurs, avec le risque de réinfection, le fait que dans l'opinion des médecins, finalement, les patients usagers de drogue soient moins observants, que le traitement va fonctionner moins bien, et puis le problème des comorbidités. Et puis, in fine, il y a le système de soins, et ça, on le voit très bien
y compris chez nous, c'est que accéder à une consultation de spécialiste, accéder à un traitement, ça nécessite de venir à des rendez-vous, ça nécessite toute une cascade de choses qui sont parfois très complexes pour ces patients fragilisés. Alors, le point important, c'est finalement ceux qui arrivent au traitement. Est-ce que l'idée des médecins qui est que ces malades adhèrent moins, répondent moins bien? Est-ce que finalement, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est des vieilles études que vous avez sûrement déjà vues. C'est la cohorte suisse. C'est bien sûr des données qui sont avec de l'interféron pégylé et de la ribavirine. C'est une étude rétrospective, avec prudence, mais vous voyez qu'il y a à peu près 200 patients injecteurs, 300 témoins, qui sont tous traités à l'époque par Pegriba dans le cadre de l'AMM. Et les points clés et importants, c'est que finalement, chez ces patients usagers de drogue, eh bien, l'exposition au traitement, elle est identique qu'on soit usager de drogue ou qu'on soit témoin une fois qu'on a accepté le traitement. Une fois qu'on est arrivé au traitement, qu'on l'a accepté, globalement, on avait des résultats qui étaient similaires, autant en termes d'observance, je viens de le dire, qu'en termes de réponse virologique, puisqu'il n'y a pas de différence de réponse selon cette situation. Des données françaises avec l'étude de Pascal Melin, l'étude KEOPS, qui regarde là encore de façon rétrospective chez un grand nombre de patients, est-ce que finalement il y a un impact de l'usage de drogue, d'antécédents d'usage de drogue, quand on compare ça avec des non-usagers de drogue, et bien là encore la réponse est non. Pas d'impact sur la réponse virologique prolongée chez ces patients de ces antécédents, de cet usage de drogue. Donc, des points qui sont quand même importants, parce que certes, on n'a pas de résultats avec les nouveaux traitements, mais l'idée de se dire ces patients, si on les traite, ils vont moins bien répondre ou ils vont moins bien suivre leur traitement, a priori, on n'a pas vraiment d'argument pour le dire. Alors, un point clé, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la réinfection. C'est vraiment un des éléments qui est abordé. Donc là, j'ai mis deux études de résultats. Le premier, c'est ce premier tableau qui n'est pas bien lisible, je vais essayer de l'expliciter, qui est une étude écossaise qui est en fait une revue d'assez nombreuses études qui s'intéressent à l'efficacité des traitements anti-VHC chez les usagers de drogue et surtout à l'incidence de la réinfection. Alors, ce n'est pas bien lisible, mais ce qu'on voit clairement, c'est que cette réinfection est forcément plus fréquente chez les gens qui continuent à injecter, ça on s'en doutait un petit peu, et que vous voyez qu'elle est hétérogène en termes de nombre, puisqu'on est de 8,4 là dans cette étude pour 100 personnes par an, à des choses qui sont beaucoup plus importantes, mais sur des tout petits nombres là, 4,7 au plus bas, et 3,4 là. Et la conclusion des auteurs, c'est de dire que finalement, ce taux de réinfection dont on parle beaucoup, il est finalement globalement relativement faible dans cette population. Les données de nouvelles contaminations chez les usagers de drogue sont en gros, les estimations, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de 6 à 10 personnes par an. Et globalement, on est en dessous, dans la plupart des études, de patients qui se recontaminent après avoir été traités. Alors, ces données-là plus récentes sont un petit peu plus préoccupantes. Vous avez dû voir ces données à la SLD l'année dernière. Ces données qui sont issues d'une grosse méta-analyse qui évalue l'impact de la réponse virologique prolongée sur des grandes cohortes de patients. Et une de ces sous-études, c'est de regarder le risque de réinfection dans le suivi de ces patients. Vous voyez que ce risque est faible, mais pas nul chez les patients mono-infectés, et que chez les usagers de drogue, on était à 8,2%, ce qui est plutôt la fourchette haute de ce qu'on avait dans cette étude, mais ce qui n'est pas non plus majeur, avec par contre, et ça on en reparlera peut-être plus, dans cette étude, des risques beaucoup plus importants chez les co-infectés VIH-VHC. Donc, chez les usagers de drogue, finalement, un risque de réinfection qui existe, qui est indiscutable, qui nécessite clairement d'imaginer des prises en charge et une prise en charge en éducation thérapeutique qui est incontournable, mais qui, à mon sens, n'est pas suffisamment élevé pour dire qu'il n'y a pas d'indication à les traiter, pour être clair. Alors, dernier point, l'impact du traitement. L'impact du traitement avec deux éléments, un impact en termes de santé publique et de séroprévalence de l'infection, de diminution du réservoir en clair, et puis un impact à titre individuel. Donc ça, je vais vous présenter rapidement deux études qui sont des modélisations qui évaluent donc l'impact des traitements par antiviraux directs sur l'évolution de la prévalence du VHC en fonction de la prévalence initiale estimée. Vous voyez qu'il y a de différents modèles, Édimbourg, Melbourne, Vancouver, où il y a des taux de prévalence qui sont variables parmi les usagers de drogue. Et vous voyez que là, ces histogrammes montrent la couverture thérapeutique nécessaire en traitement pour 1000 usagers de drogue pour réduire la prévalence dans le temps. Le temps est assez important, c'est 15 ans. Et vous voyez que finalement, il y a une efficacité dans ce modèle, puisque plus on va traiter de patients, plus dans le temps, on va réduire la séroprévalence de l'hépatite C dans cette population.
Alors, ce deuxième modèle par le même auteur est un peu compliqué, mais est quand même intéressant parce que ça introduit une dimension importante qui est que le traitement antiviral C, le traitement antiviral par des antiviraux directs, devient clairement un outil de réduction des risques. Et ça, je crois que c'est une dimension importante, alors, dont on pourra discuter bien évidemment. Et vous voyez que là, on analyse l'impact conjoint des stratégies de réduction des risques, programme de substitution, programme d'échange de seringues, avec le traitement par antiviral direct. Et vous voyez que finalement, ce qui est optimal, c'est d'avoir des programmes de réduction des risques importants mis en œuvre, associés à des traitements, et c'est ce qui va être le plus efficace pour réduire la prévalence dans ces populations. Dernier point, l'impact du traitement à titre individuel chez ces patients. Bon, ça, on le savait déjà. Vous voyez que ça, c'est une cohorte là encore rétrospective, donc sur le plan méthodologique, ce n'est pas forcément parfait, mais clairement, il y a un impact qui est assez important sur la survie des patients traités vis-à-vis des patients non traités dans une population d'usagers de drogue. Vous voyez qu'on part sur 245 patients qui sont suivis sur une longue période, avec une exposition moyenne au VHC qui est très importante. Alors, bien évidemment que là-dedans, il y a un biais, puisqu'on sait très bien que c'est du rétrospectif, c'est une cohorte. Donc, les gens qui vont accéder au traitement ne sont probablement pas les mêmes que ceux qui n'ont pas été traités. Donc, je crois qu'il faut être très prudent sur ces résultats-là. Mais néanmoins, on voit qu'il y a un impact sur la survie. Et puis, on voit là l'initiation des traitements au cours du temps en fonction des différentes populations. Donc, pour finir sur les usagers de drogue, quelques points clés. Donc, la prévalence est élevée, je ne reviens pas. Origine des nouvelles infections en France, c'est clair. L'insuffisance du dépistage majore les risques de nouvelles contaminations, et je crois qu'on ne peut pas dissocier ces stratégies de dépistage de la prise en charge thérapeutique. On pourra reparler des tests rapides, mais ce n'est pas le lieu. Je crois que ce qui paraît important, c'est que le dépistage communautaire ou délocalisé n'est à mon sens pertinent que s'il s'associe à des programmes d'accès aux soins adaptés. C'est-à-dire qu'on en revient à ce que je disais en introduction, il paraît difficile de proposer des stratégies thérapeutiques si on n'a pas quelque chose qui prend les patients en charge du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment ce à quoi il faut penser en termes de construction. Et puis, une dimension importante, c'est que l'association des programmes de réduction des risques et des traitements antiviraux est clairement efficace pour réduire l'incidence et la prévalence des infections VHC dans cette population. Et le traitement antiviral devient, outre son bénéfice individuel, un outil de réduction des risques. Et donc les nouveaux antiviraux peuvent être utilisés, et ça c'est un point important, j'en ai pas parlé, avec les produits de substitution. Donc quelques recommandations. Donc poursuivre la mise en œuvre des stratégies de réduction des risques, en particulier auprès des jeunes, des migrants et des usagers les plus précaires. Je n'ai pas parlé de ça, mais ça me paraît important. Développer, évaluer les stratégies de réduction de risques innovantes. On pourra en parler dans les discussions. Élargir le dépistage en utilisant les tests rapides et réfléchir à des stratégies de dépistage communautaire, et puis organiser une offre de soins qui permet, une fois que le dépistage est fait, une prise en charge effective. Et puis si on regarde le traitement, eh bien, je crois qu'on a des arguments pour proposer d'intégrer le traitement anti-VHC aux stratégies de réduction des risques, et donc de proposer un traitement anti-VHC précoce à tous les usagers de drogue inscrits dans un parcours de soins. Ça, je crois que on en reparlera, mais ça me paraît important. C'est-à-dire que, clairement, on a vu que les patients qui étaient dans un parcours de soins allaient au bout de leur traitement, avaient les mêmes résultats, et compte tenu de l'épidémiologie de cette maladie dans cette population, je crois qu'il est logique, indépendamment du score de fibrose, de traiter précocement les patients. La prison. Donc, deuxième sujet, donc fréquence de l'usage de drogue en prison. 2 minutes ? D'accord. Donc très vite. Donc fréquence de l'usage de drogue en prison, je vais passer très vite sur cette diapositive, en disant qu'en France, on est à 4,8%, et on a vu dans d'autres pays qu'il y a un impact sur la mortalité en prison. Le point clé, c'est ça, c'est l'incidence du VHC en prison. C'est-à-dire que ça, c'est pas la France, parce que je ne crois pas qu'on ait de données en France, mais c'est Barcelone. Et vous voyez que c'est un suivi avec des dépistages répétés du VHC dans une population de détenus, 2300 détenus, avec un suivi moyen important. Et vous voyez qu'il y a des séroconversions en prison et qui sont relativement fréquentes, que l'incidence semble diminuer dans le temps, mais sur ce graphe, ce n'est pas si vrai, et que clairement, cette incidence elle est importante chez les usagers de drogue et chez les patients VIH. Et clairement, ça, je crois que c'est un point clé. Vous voyez qu'il y a des cas incidents constants dans cette population en prison avec des nouvelles infections. Donc les points clés pour aller vite,
il y a une forte prévalence en prison, une incidence qui reste élevée au sein des détenus, une insuffisance de programme de réduction des risques, ça j'en ai pas parlé, mais je crois que c'est très important. En France, actuellement, il n'y a pas de programme d'échange de seringues simples pour les détenus. Et la situation de dépistage, même si elle est sur le papier assez claire, elle est clairement imparfaite, avec une grosse variabilité selon les établissements pénitentiaires. Et puis, clairement, dans cette situation de dépistage, elle est théoriquement systématique à l'entrée, mais elle n'est pas rarement proposée de façon répétée. Et on a vu que les cas incidents étaient fréquents. Et puis, vous avez reçu probablement tous le fait que on avait maintenant un accès possible au traitement en prison de façon simple sur le plan financier en tout cas. En tout cas, c'était possible de prescrire sans problème financier pour l'établissement ces antiviraux directs en prison. Et le traitement antiviral est clairement un outil de réduction des risques. Donc les recommandations, optimiser le dépistage, je n'y reviens pas. Renouveler le dépistage lors des incarcérations prolongées. Développer des programmes de réduction des risques. Et je crois, comme je l'ai dit pour les usagers de drogue, proposer un traitement rapide des sujets incarcérés, indépendamment de la sévérité d'atteinte hépatique, pour réduire le risque de contamination au sein des prisons et pour profiter probablement de ce temps chez des patients qui ont un parcours compliqué pour réduire les infections chez les patients. Et puis, ce traitement ne peut s'envisager que s'il y a des moyens pour réduire la rupture de soins en anticipant la sortie. Et ça, on y est confronté au quotidien. C'est-à-dire qu'un certain nombre de patients, compte tenu du parcours chaotique des détenus, vont initier un traitement, puis sortent, personne n'est au courant, et on s'aperçoit après 15 jours qu'ils ont arrêté leur traitement. Donc je crois que ces deux points sont vraiment indissociables, et on ne peut envisager le premier que s'il y a des moyens mis en œuvre pour que le second soit vérifié. Et puis je finis sur les hépatites aiguës. Donc les hépatites aiguës, pourquoi on en parle là? Parce que finalement, les deux populations à risque en France vis-à-vis des hépatites aiguës, c'est les usagers de drogue, j'en ai parlé, c'est les homosexuels infectés par le VIH, Lionel nous en parlera. Il reste probablement un risque nosocomial, mais qui est essentiellement dans des pays outre-mer, enfin hors de France, donc qui nous concerne probablement un peu moins. Et puis, on a parlé du taux de réinfection qui est élevé, mais surtout élevé chez les patients qui ont infecté VIH, avec aujourd'hui des facteurs prédictifs de clairance virale qui ont été bien définis, bien détaillés, mais dont on verra, dont on peut vraiment discuter, et ça je pense que ça pourra faire l'objet de la discussion, mais dont l'utilité en pratique est à mon avis de moins en moins pertinente. On sait que la cytolyse de caractère symptomatique, l'IL-28B sont des critères prédictifs qui peuvent prédire l'éradication virale spontanée, la cinétique virale aussi. Alors, en pratique, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme données? Le premier point, c'est finalement quand on a une hépatite C aiguë, à quel moment on la prend en charge, à quel moment on discute un traitement. Je crois qu'il n'y a pas de solution idéale. Vous savez que chez les malades non co-infectés, on avait une sorte de stratégie qui était de dire qu'on n'allait pas au-delà de 20 semaines. Il y avait des études assez bien faites qui nous montraient qu'au-delà de 20 semaines, on avait une perte de chance avec l'interféron pegylaire et la ribavirine. Chez les patients co-infectés, vous avez les recommandations européennes qui utilisent la décroissance de l'ARN viral pour prendre des décisions. Si on a une décroissance rapide, on se donne un peu de temps. En l'absence de décroissance, on traite, et ce jusqu'à 12 semaines. Donc ça peut être une stratégie. En matière de traitement, qu'est-ce qu'on a comme données? Clairement, on n'a aucune donnée avec les nouvelles combinaisons d'antiviraux directs. Donc on sait que le traitement de référence aujourd'hui reste l'interféron pegylé, 12 semaines chez le mono-infecté. Chez le co-infecté, on fait plus long, on y rajoute de la ribavirine. Ça, c'est la référence actuelle, avec des taux de réponse virologique prolongés qui sont de 71 à 94%. Le moment optimal, j'en ai parlé, probablement inférieur à 20 semaines, mais on n'a pas de certitude. Est-ce qu'on a donné avec les antiviraux directs? Oui, avec les antiviraux directs de première génération. Bossé, Tela, je n'ai pas redétaillé. Et en gros, on voit que Peg-Riba, Tela ou Bossé, 12 semaines, ça marche bien. Mais finalement, ça ne fait pas beaucoup mieux que Peg-Riba tout seul. Et pas de données avec les assurances sans interféron. Donc pourquoi et comment traiter? Donc par PEG, pourquoi on traitait? L'objectif, c'était bien sûr d'avoir des durées de traitement plus courtes et d'augmenter le taux de réponse virologique prolongé pour ne pas attendre la chronicité. Et par une association d'antiviraux directs, clairement, on n'a pas donné, mais globalement, on sait que ça marche très bien à la phase chronique. On sait qu'on n'a pas d'arrêt de traitement et pas d'effet secondaire. Et on a donc forte probabilité d'efficacité. Et peut-être qu'il sera possible d'envisager des traitements plus courts. Donc l'objectif
pour moi, dans ces populations, c'est de réduire la transmission dans les populations à risque. L'objectif de traitement des hépatites aiguës, c'est clairement un outil de réduction de la transmission dans les populations à risque. Et si on décide de les traiter, c'est vraiment dans cet objectif-là, puisqu'on sait que, finalement, avec les traitements dont on dispose, même si on attend un peu, on aura des outils pour les traiter. Et puis, je crois que ces hépatites aiguës, elles surviennent souvent dans des populations chez des sujets vulnérables. C'était le sujet qu'on m'a demandé de traiter. Et je crois que, probablement que le traitement peut être une opportunité de prise en charge et un bon moment pour prendre en charge ces problématiques de santé chez ces sujets vulnérables. Donc ça, je vais passer pour aller vite, simplement pour vous dire qu'on n'a pas de données avec les antiviraux directs et qu'il y a quelques études en cours, mais finalement pas tant que ça, et qu'on a cruellement besoin d'études avec une question qui est claire, c'est combien de temps on va traiter ces patients, et ça, on n'a pas la réponse. Et donc pour finir, ça, ma dernière diapo, quelles recommandations pour les hépatites aiguës? Donc je crois que là, c'est vraiment un sujet qui amènera à discussion. Donc les recommandations ont vraiment pour but d'ouvrir la discussion. Je crois qu'en l'absence des croissances virales rapides chez les patients exposés à des risques sexuels ou parentéraux, il y a une indication de traitement antiviral rapide afin de réduire ce risque de contamination. Et c'est particulièrement vrai chez les patients dont je vous ai parlé. Compte tenu des données disponibles pour les hépatopathies chroniques, il paraît aujourd'hui raisonnable de proposer un traitement par antiviral, par une association d'antiviraux directs chez ces patients. Et puisqu'on n'a pas de données, la logique, ce serait de proposer une association efficace pour le même type de patient et le même génotype au stade chronique, avec de fortes probabilités qu'on soit efficace. Et puis, je crois que ça, c'est très important aussi. Il faut privilégier ces patients, les études cliniques ou les suivis de cohorte, de façon à pouvoir définir au plus vite quels seront les schémas optimums pour ces patients. Et puis, c'est là encore indissociable, en particulier pour éviter ce risque de recontamination, c'est que ce traitement ne peut s'associer qu'à une prise en charge éducative satisfaisante et sur lequel il faut vraiment insister. Et puis le dernier point, c'est qu'en l'absence de risque important de transmission, c'est manifestement pas une erreur de retarder l'initiation du traitement, puisqu'on sait que probablement en termes de réponse virologique, quand il n'y a pas d'impact de santé publique, on ne fera pas perdre de chance au patient par rapport à sa réponse sous antiviraux directs. Voilà, je vous remercie de votre attention.